je suis très heureux d'intervenir dans ce cadre sur un sujet intéressant qui concerne les imaginaires. Et donc pour commencer, j'ai choisi de vous projeter cette photo que mon beau-frère a prise il y a une semaine dans une forêt équatoriale au nord du Congo, où vous voyez un gorille qui a un regard assez... il y a quelque chose d'un peu humain là-dedans, et je me suis demandé en voyant la photo, mais qu'est-ce qu'il imagine dans sa tête, cet animal-là qui est dans cette forêt équatoriale. Alors évidemment, c'est une question, comme ce qui vient d'être rappelé, qui questionne l'homme. Hein. Finalement, qu'est-ce que les humains ils imaginent quand ils regardent le monde qui les entoure? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est petit, quand on voit le soleil qui se lève, quand on voit le phénomène de la lumière qui apparaît? Comment est-ce qu'on explique que le ciel est une couleur bleue? Pourquoi de temps en temps il y a des arcs-en-ciel? Pourquoi la terre tremble? Pourquoi la mer est salée? Qu'est-ce qu'on se dit quand on observe la biodiversité qui nous entoure? Ça, c'est des questions que les hommes se posent depuis toujours, et c'était bien rappelé dans le texte qui a été lu. Et du coup, on est amené, quand on est humain, à construire des représentations de ce monde. Et finalement, créer des imaginaires, comme l'a expliqué Didier ce matin, c'est construire des représentations du monde qui nous entoure. Alors du coup, par exemple, Didier a cité les animistes qui construisent une représentation de la nature qui est très différente de la nôtre et qui du coup ont une manière de concevoir le rapport qu'ils ont à la nature très différente de la nôtre. Et donc j'ai intitulé cette conférence « Imaginer l'inaccessible ». Alors l'inaccessible, par définition, c'est ce qui n'est pas atteignable. Voilà, c'est comme ça qu'on le définit. Et imaginer, c'est une opération qui commence par la pensée. Donc du coup, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment faire pour imaginer ce que l'on ne peut pas atteindre. Alors là, il y a pas mal d'options qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez construire des représentations, des choses que vous ne pouvez pas atteindre en convoquant de la poésie, de la mythologie, des représentations artistiques, tout ce que vous voulez. Et moi, je vais prendre un axe aujourd'hui que je vais développer, qui est celle qu'utilisent les scientifiques pour construire les représentations du monde qui nous entoure. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Alors c'est parti pour une petite heure ensemble. S'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais commencer par un truc tout bête. Je vous présente des avocats qui poussent dans un arbre. Si je vous dis à quoi ressemble l'intérieur des avocats, super simple. Les avocats, vous les avez coupés, donc vous avez observé qu'il y a sous la peau, il y a une matière que vous pouvez manger qui est verte, il y a un noyau, facile. Je vous montre un autre fruit. Je vous montre un autre fruit, un kiwano. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Ceux qui ne connaissent pas, et si je vous demande de me concevoir, d'imaginer une façon dont est organisé l'intérieur, si vous ne l'avez jamais vu, vous allez pouvoir peut-être imaginer des représentations de toutes sortes qui concernent l'intérieur de ce fruit. Si vous voulez développer une approche poétique, peut-être que vous allez vous dire on pourrait faire une espèce d'échographie de ce fruit, on pourrait imaginer faire des petites biopsies, on pourrait peut-être faire un petit forage, on pourrait déterminer son volume, sa masse volumique globale, estimer le volume de la matière qui est en surface, la comparer à la densité globale du fruit pour se dire peut-être que l'intérieur... bref, vous pouvez imaginer des stratégies pour arriver à construire une représentation de l'intérieur de ce fruit que vous voyez ici. Alors du coup, moi l'objet sur lequel je vais m'appuyer dans le premier temps de cette conférence, c'est l'intérieur de la Terre, parce que c'est une véritable histoire d'un mystère de comment est fait l'intérieur de la Terre. Alors on se l'est souvent représenté, il y a pas mal d'artistes qui ont représenté l'intérieur de la Terre, donc j'ai pris par exemple cette peinture de Bosch, qui représentait les enfers à l'intérieur de la Terre. Alors on a l'impression que dans cette peinture, l'intérieur de la Terre, il y a du feu, il y a des cavités aussi. Voilà, donc il y a des cavités en feu, il fait noir, ça c'est plutôt logique. Il y a des créatures, donc a priori c'est des bonhommes qui n'ont pas été sages sur Terre, qui pendant leur vie qui se retrouvent ici. Et donc voilà une représentation de l'intérieur de la Terre qui sort de l'imaginaire d'un peintre que je vous conseille d'étudier, tellement c'est riche. On est aux alentours du XVe siècle. Il y a des auteurs en littérature qui se sont intéressés à la manière dont était organisée la Terre. Et donc il y a Jules Verne qui propose cette fiction souterraine, écrite à la fin du XIXe siècle, dans laquelle il imagine l'intérieur de la Terre comme étant également creusé de galeries souterraines. C'est une espèce de vis sans fin dans laquelle on peut descendre. Et donc dans ce monde de Jules Verne, il y a des créatures qui vivent dans des cavités, il y a de l'eau. Il y a des espèces d'embarcations qui sont décrites, etc. Et donc,
bah voilà, c'est une manière de se représenter la manière dont est fait l'intérieur de la Terre. On n'est pas dans le domaine scientifique là-dedans, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une représentation de l'intérieur de la Terre qui du coup ressemble un peu à celle de Jérôme Bosch. Donc quand l'intelligence artificielle, vous lui demandez de vous créer une image de l'intérieur de la Terre, voici ce qui est sorti en 1. Donc quelque chose dans lequel il y a à nouveau des cavités, à nouveau des créatures dont on ne sait pas bien qui elles sont, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors du coup, l'intérieur de la Terre, il y a un changement radical d'approche qui s'opère au milieu du XVIIe, où vous avez des gens qui vont commencer à imaginer une représentation de la Terre en l'imaginant depuis ce qu'on observe en surface. Alors qu'est-ce qu'on observe en surface? On observe des volcans par exemple, on observe des océans, on arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui dévie la boussole, ça s'appelle un champ magnétique. C'est-à-dire qu'il y a c'est quoi un champ magnétique? C'est une région de l'espace qui est soumise à l'action d'une force qui provient d'un aimant. Ça, c'est un truc qu'on comprend, ça, c'est l'apport des physiciens. Et du coup, sachant tout ça, il y a différentes représentations qui ont été construites, qu'on appelle des modèles en sciences. Donc, par exemple, on observe des volcans en surface. À l'intérieur de la Terre, ça doit être un truc avec un feu central dans lequel il y a du magma. Mais comme il y a des océans en surface, on s'imagine que l'intérieur de la Terre, c'est la théorie de la sphère aqueuse. Donc ça doit être une boule qui est remplie d'eau, et puis il y a une pellicule solide sur laquelle on vit en surface. Et puis comme on est quand même embêté parce qu'on voit bien qu'il y a un champ magnétique qui a été mis en évidence, on se dit qu'il va y avoir un noyau aimanté quelque part à l'intérieur de la Terre en mouvement qui génère ce champ magnétique qui nous entoure. Vous comprenez ? Alors, si je récapitule la pensée qui commence à se construire au XVIIe, finalement on observe la nature avec nos yeux, on commence à mettre en évidence des lois physiques et à les énoncer, et du coup, en impliquant un raisonnement cohérent, on arrive à construire une représentation qui évidemment peut être soumise à controverse. Controverse, ça veut dire qu'il peut y avoir débat. C'est-à-dire que si vous êtes partisan de la sphère aqueuse et que c'est que de l'eau, comment vous expliquez qu'il y a un noyau aimanté ? Mais si vous êtes partisan du noyau aimanté, comment vous expliquez qu'il y ait des océans en surface et qu'il y ait des volcans qui émettent de la lave? Donc les scientifiques de l'époque ne sont pas d'accord entre eux, et c'est ça qu'on appelle une controverse. Voilà. Alors aujourd'hui, comment on s'y prend pour construire une représentation de l'intérieur de la Terre? Alors premier truc, on peut essayer de creuser des trous, en se disant qu'on pourrait peut-être essayer d'atteindre les profondeurs de la Terre, donc on creuse des trous. Alors ça a été fait par les Russes dans la péninsule qui est ici, là, qui s'appelle la péninsule de Kola. Et du coup, les Russes, ils ont creusé le plus grand trou du monde, qui fait à peu près 12 km de fond, de profondeur. Alors au regard des 6400 km que fait le rayon de la Terre, c'est pas un trou qui va bien profond. Donc ça veut dire que accéder aux profondeurs de la Terre, on ne peut le faire que jusqu'à 12 km avec une observation semi-directe. Ce n'est pas des bonhommes qui descendent à 12 km. Voilà. Alors, pour comprendre comment on fait maintenant, je vais vous donner 2-3 règles du jeu pour comprendre comment se construit la représentation de l'intérieur de la Terre. Et il va falloir que je vous parle un peu de ce qui se passe quand il y a un séisme qui provient sur la Terre. Je vais essayer de vous montrer que la sismologie, c'est une espèce d'échographie terrestre qu'on peut traiter en appliquant des méthodes scientifiques. Alors du coup, je vous ai mis une petite photo qui est impressionnante. C'est suite à un séisme qui a eu lieu en 2008, ici sur Terre. Et en quelques secondes, vous avez la moitié de la ville qui s'est mise à surplomber l'autre moitié, alors qu'avant le jeu du séisme, bien tout le monde était à la même altitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez dans l'écorce terrestre des forces qui s'appliquent au volume de roche, et lorsque vous avez les forces qui dépassent, qui deviennent supérieures à la résistance des roches, eh bien vous avez une rupture qui s'opère. Et donc vous avez deux choses qui se passent à ce moment-là. Vous avez une faille qui apparaît dans le paysage. Donc vous avez une faille qui apparaît dans le paysage qui peut décaler de blocs, et puis vous avez des ondes qui partent depuis le point de rupture, et ces ondes-là qui s'échappent à partir du point de rupture, c'est ce qu'on appelle des ondes sismiques, et ces ondes sismiques, elles vont se propager partout à l'intérieur de la Terre. Alors les ondes sismiques, c'est des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, c'est un phénomène que vous observez dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que quand vous avez une goutte d'eau qui tombe dans un volume d'eau, quand vous jetez un galet dans l'eau,
vous voyez ces déformations vous voyez ces déformations de la matière qui se propagent. Vous avez exactement la même chose quand vous prenez une corde et que vous lui donnez une impulsion. C'est toujours le même bout de la corde qui est tenu dans la main de l'utilisateur, mais par contre c'est la déformation qui va se propager. Voilà. Alors dans les ondes sismiques, je vais vous énoncer les petites règles du jeu pour que vous compreniez ce qu'on va faire après. On décrit plusieurs types d'ondes quand il y a un séisme, et il y en a deux sur lesquels je vais particulièrement axer mon intervention aujourd'hui. Il y a les premières ondes, les ondes P, c'est les ondes qui sont enregistrées les premières dans les stations sismiques qui sont présentes sur Terre. Et ces ondes P, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont compresser et dilater la matière. Donc c'est un petit peu comme un accordéon, quoi. Les ondes P, ça compresse et ça dilate la matière. Et puis il y a un autre type d'onde qui arrive en deuxième dans les stations sismiques suite au séisme. C'est des ondes qui font un petit peu des vagues. Et alors ces ondes, elles ont des propriétés très différentes parce que les ondes P ont la bonne idée de se propager à la fois dans les solides et dans les liquides. Par contre, les ondes S ne peuvent se propager que dans les solides. Dès lors qu'elles rencontrent un liquide, elles ne peuvent plus se propager pour une raison que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Alors du coup, la première personne sur laquelle je vais m'attarder, c'est cette personne, Ernst von Trober, et lui c'était un astrophysicien de la fin du 19e siècle qui étudiait les conséquences de l'attraction des astres terrestres sur la déformation de la Terre. Vous savez que le système solaire, c'est pas un jeu entre uniquement le Soleil et la Terre, c'est un jeu entre le Soleil et une petite dizaine de planètes, et les astres s'attirent les uns les autres, se repoussent, etc. C'est Newton, le physique de Newton qui nous dit ça. Et lui, le phénomène que vous observez dans votre vie de tous les jours, c'est les marées à la plage. Vous ne voulez pas bouger, ça c'est lié à l'attraction, par exemple, de la Lune. Et donc lui, il étudiait les déformations du sol en lien avec le passage des astres à proximité de la Terre. Alors un jour, le 17 avril 1889, il enregistre avec son système ici un mouvement du sol. Et ce mouvement du sol, en fait, il le montre à des gens qui travaillent sur les séismes. Et les gens reconnaissent dans ce mouvement qui est enregistré les fameuses ondes S qui ne se propagent pas dans les liquides. Voilà, on voit ça. Ok, et le 13 juin, alors il ne comprend pas pourquoi il y a cet enregistrement qui a lieu le 17 avril. Le 13 juin, l'histoire explique qu'il est en train de lire le journal, et là il s'aperçoit, il lit une brève, et il y a une info qui dit qu'à Tokyo, le 17 avril à 2h du matin, donc 2 heures avant son enregistrement, il y a eu un séisme important qui a provoqué des dégâts, etc. Et donc lui, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Il se dit, bah attends, il connaît la physique des ondes S, il a enregistré, il sait qu'il y a un tremblement de terre qui a eu à Tokyo, 1 heure plus tard il enregistre de l'autre côté de la Terre, tout ça rentre dans sa tête, et il se dit, l'intérieur de la Terre n'est pas liquide, l'intérieur de la Terre est solide, puisque les ondes S ont traversé la Terre. Voilà ce qu'il dit. Alors il a cette formule, il se dit, j'espère que l'un de ces faits pourra être intéressant pour les sismologues. Il avait juste enclenché une branche fondamentale dans les géosciences avec cette petite remarque qu'il avait faite. Voilà. Donc vous comprenez comment ça se construit une représentation scientifique. Vous avez des données, vous appliquez un raisonnement sur lequel je vais revenir après, et vous construisez une représentation qui n'est pas une vérité, c'est juste quelque chose qui est en cohérence avec les faits que vous avez. Voilà, c'est ça une représentation scientifique. Alors la deuxième histoire que je vais vous présenter, c'est une histoire incroyable aussi, qui a eu lieu en 1909, suite à un séisme qui a eu lieu à Zagreb. Et alors là, il y a une station sismique qui est à une soixantaine de kilomètres du séisme, et on enregistre dans cette station sismique l'arrivée des premières ondes, celles qui compressent et dilatent la matière, et elles arrivent à cette heure-là. Et la station est à cette distance-là du foyer. Et puis, donc comment est-ce qu'on explique ça? Il y a la rupture qui a lieu, vous avez des ondes P directes qui vont directement à la station, il y a 58 km,6 qui séparent la station du séisme, pas de problème. Et puis il y a une station qui est un peu plus loin, qui est à 107 km de distance du lieu où a lieu le séisme. Et là, il y a un truc étrange qui se produit, on reconnaît les ondes P qui étaient arrivées ici, donc les mêmes types d'ondes arrivent à la station, celles qui sont directes. Et puis, avant l'arrivée de ces ondes P, il y a d'autres ondes P, mais un peu atténuées, qui sont enregistrées, avant l'arrivée de celles qui ont parcouru moins de distance. Alors, je vais vous mettre ça sur un petit schéma pour que vous compreniez.
Vous avez le séisme, vous avez des ondes P directes qui parcourent le moins de temps et qui arrivent après d'autres ondes P qui sont passées quelque part, mais on ne sait pas où, elles sont un peu atténuées. Alors, il y a un certain Morovic qui se dit, mais comment un tel truc est possible? Alors Morovic, c'est un géophysicien qui travaille sur la physique des ondes. Alors c'est un monde, hein, les ondes. N'ayez pas peur en voyant ces hiéroglyphes, je vais essayer de vous expliquer simplement. Donc merci aux physiciens et merci aux mathématiciens, parce que sans eux, il n'y a absolument aucune possibilité de construire une représentation de l'intérieur de la Terre. Alors quand il y a un séisme, vous avez des ondes P qui partent en profondeur. Il y en a certaines qui sont réfractées, c'est-à-dire s'il y a un milieu différent, elles poursuivent leur chemin avec un angle différent. Il y en a d'autres qui sont réfléchies vers la surface. Il y en a qui, lorsqu'elles arrivent avec un certain angle d'incidence au niveau d'une discontinuité, elles vont cheminer à l'interface entre les deux milieux. Et puis, vous avez des ondes qui repartent vers la surface. Ça, c'est ce que les physiciens appellent des ondes coniques. Alors, il se dit la chose suivante. Il se dit, il y a des ondes P directes qui sont arrivées à la station, c'est celle qui arrive en deuxième. Et puis, il y en a d'autres qui ont dû partir un petit peu plus en profondeur, ont dû cheminer dans un milieu où elles vont plus vite. Et puis, il y en a certaines qui sont remontées vers la surface. Seulement, il y a un problème. Ça veut dire qu'en profondeur, il doit y avoir une discontinuité, et là, il doit y avoir une matière dans laquelle les ondes vont plus vite, parce que sinon, c'est impossible de trouver une explication cohérente. Donc la question devient, quelle est cette matière? Alors là, on va remercier les volcans, et je vous emmène dans la chaîne des puits, dans ce merveilleux endroit qu'est la chaîne des puits, dans lequel je vous conseille d'aller. Et donc les volcans, ils font un truc extraordinaire, c'est qu'ils ramènent vers la surface des morceaux de l'intérieur de la Terre. Alors je vous ai montré un morceau là, et je vais vous en montrer un gros morceau que vous avez peut-être vu quand vous êtes en SVT. Alors comment ça remonte vers la surface terrestre, tout ça? Il faut que vous imaginiez que vous ayez une zone sous la Terre où vous avez des magmas qui se forment, et ces magmas, par contraste de densité, ils remontent vers la surface, et en remontant, ils vont arracher et échantillonner des fragments de toutes les roches qu'ils vont traverser. Et parmi ces roches, il y en a une là, cette roche verte, qui est ici que je vous ai montré. Cette roche verte, c'est une roche que maintenant on appelle une péridotique, une roche du manteau. Et en testant la vitesse de propagation de ces ondes dans cette roche-là, eh bien, Morovic a compris que, très certainement, sous terre, à une trentaine de kilomètres de profondeur sous les continents, on devait accéder à cette roche-là dans laquelle les ondes vont plus vite. Alors, si je résume la situation, vous avez des données, ce qu'on a enregistré dans les stations, la physique des ondes, les travaux qu'on peut faire sur les matériaux qui sont remontés par les volcans à la surface. Vous mettez tout ça dans la tête d'un gars génial, et puis ça vous permet de construire une représentation de l'intérieur de la Terre dans laquelle vous allez positionner une trentaine de kilomètres de profondeur, et bien une discontinuité majeure qui sépare un ensemble qu'on appelle la croûte terrestre d'un autre ensemble qu'on appelle le manteau. Ok? Alors, la dernière chose que je voudrais vous montrer sur les ondes, je vais vous montrer un phénomène curieux sur la Terre. Je vais vous montrer un phénomène curieux. Je vais vous prendre suite à un séisme, vous avez des stations sismiques présentes un petit peu partout sur la Terre qui vont enregistrer les déformations du sol en lien avec ce séisme. Alors vous avez ici par exemple une station qui est indiquée, vous en avez un petit peu partout sur la Terre. C'est chaque fois que vous voyez un point comme ça avec un petit nom qui est répertorié. Là, vous avez une station sismique au niveau de laquelle vous avez un système qui enregistre les déformations du sol. Alors, donc là, vous avez sur la droite ici les différentes stations et ce qu'elles ont enregistré, les vibrations du sol qu'elles ont enregistrées. Si je fais afficher je vais demander on va demander au logiciel qui a du mal à marcher d'afficher les différents types d'ondes. Donc là, vous voyez, là les ondes P sont enregistrées, là elles sont enregistrées, là vous avez les ondes S, là vous avez les ondes S. Alors il y a un phénomène curieux
qui se produit sur Terre. Je vais d'abord vous montrer un autre truc. Vous voyez que pour une station donnée, vous avez les ondes premières qui arrivent en premier, les ondes secondes qui arrivent en deuxième. On a un moyen de savoir, en fonction du temps qui sépare l'arrivée des deux types d'ondes, de savoir à quelle distance la station est de l'endroit où il y a eu la rupture dans les roches qui est à l'origine du séisme. Donc quand vous cliquez sur une station, quand vous considérez une station, vous avez un cercle qui se matérialise ici, et on sait que le séisme il est quelque part sur le cercle. Alors vous prenez une station, si vous en prenez une deuxième, le séisme est quelque part ici. Et vous voyez que là j'ai l'intersection des deux cercles qui est ici. Si j'en prends une troisième pour faire de la triangulation, eh bien les trois cercles se coupent en un point. Ce séisme a eu lieu au Pérou, ok, et les stations du monde entier vont l'enregistrer. Alors les stations du monde entier, sauf quelques-unes. Et je vous emmène du côté de l'Australie, dans la station Coon, là, qui est là. Et elle, la station Coon, quand vous regardez cette station, elle n'a pas enregistré de données. Alors comment ça se fait qu'il y ait certaines stations à la surface de la Terre qui enregistrent l'arrivée des ondes et d'autres qui n'enregistrent rien? Comment c'est possible? Alors ça, c'est une question sur laquelle les physiciens sont penchés pas mal, et je vais essayer de vous expliquer. Alors du coup, si on a une sphère homogène, et que vous avez un séisme qui a lieu à cet endroit-là, eh bien vous avez des ondes qui se propagent partout sur Terre. Il n'y a aucune raison qu'il y ait aucune station à la surface du globe qui n'enregistre pas le séisme. En revanche, par les calculs, pour expliquer ce phénomène d'absence d'ondes dans cette zone-là, eh bien, les physiciens ont réussi à comprendre et ont proposé une explication qui est la suivante. Il doit y avoir à l'intérieur de la Terre une discontinuité majeure au centre qui fait que les ondes n'arrivent pas à aller jusque dans cette partie-là, et ça explique la présence d'une zone de silence sismique à la surface de la Terre. Et donc vous comprenez bien que depuis 1889, on n'enregistre pas, on voit que les ondes S traversent la totalité de la Terre. La Terre, ça doit être un truc qui est solide. Après, Yamo, il voit ce que je vous expliquais, il se dit il doit y avoir une discontinuité à 30 km. Et puis après, il y a le phénomène de zones où il n'y a pas de sismes qui sont enregistrés. Et on explique ce phénomène unique. On arrive à l'expliquer uniquement en positionnant une discontinuité majeure qu'on appelle le noyau terrestre à l'intérieur. Vous voyez que petit à petit, on arrive à construire une représentation de l'intérieur de la Terre. Voilà. Alors du coup, si je vous résume ce que je viens de vous dire, si je reprends les faits, il y a une zone d'onde sismique, on a des connaissances sur la physique des ondes, on est capable, avec les mathématiques, de modéliser, de représenter le trajet des ondes, et du coup, par un raisonnement cohérent, on arrive à se dire qu'à l'intérieur de la Terre, il doit y avoir un noyau. Voilà, c'est ça qu'on se dit. J'ai une autre solution à vous proposer pour expliquer le fait qu'il y ait une zone de silence sismique. Je vous propose cette solution-là. Il y a des petites fées à l'intérieur de la Terre, avec leur petite baguette magique. Elles dévient les ondes. Je vous propose une explication. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que là, je ne suis pas dans le champ des sciences? Alors ces petites fées du centre de la Terre, voilà. Alors pourquoi est-ce que là, on n'est pas dans le champ des sciences? Eh bien, on n'y est pas pour une raison très simple. C'est que dans votre explication, vous avez convoqué quelque chose qui est dans le domaine de l'immatériel. Donc dès lors que dans une explication scientifique, vous convoquez des elfes, des fées, des dieux, des esprits, un souffle créateur, tout ce que vous voulez, vous avez parfaitement le droit de le faire, mais vous n'êtes pas dans les sciences. Voilà. Alors c'est bien de savoir quand on est dans les sciences, voilà, mais c'est bien aussi de pouvoir en sortir, mais il faut savoir quand on y est et quand on n'y est pas. Donc vous ne pouvez pas convoquer Dieu, les elfes, les esprits, en essayant de vendre votre explication comme étant scientifique, c'est impossible. Voilà. Alors du coup, c'est quoi une construction scientifique? C'est quand, à partir de données, normalement c'était ici, par un raisonnement qui est parcimonieux, cohérent et matérialiste, vous arrivez à construire ce qu'on appelle des connaissances scientifiques.
Alors, la parcimonie, dans les constructions que vous faites, c'est un truc que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Je vous prends un exemple. Si vous partez de chez vous et que vous voyez que la lumière est restée allumée, l'explication la plus cohérente, matérialiste et parcimonieuse, c'est de vous dire j'ai oublié d'appuyer sur l'interrupteur. Si vous n'êtes pas matérialiste, vous pouvez dire ah bah il y a des petites fées qui ont réappuyé sur l'interrupteur. Vous n'êtes pas dans le champ des sciences, d'accord? Parcimonieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez aussi construire une autre explication qui est parfaitement matérialiste. Le chat a essayé de manger le poisson rouge qui a sauté du bocal. En sautant du bocal, il a atterri sur une petite cuillère qui est partie en l'air et qui, bling, s'est tombé dans l'interrupteur. Là, je reste dans le domaine du matériel, sauf que je convoque une série d'événements qui est supérieure à l'explication qui ne convoque que le fait que j'ai oublié d'appuyer sur l'interrupteur. C'est ça la parcimonie. C'est extrêmement important d'être parcimonieux en sciences, parce que sinon on pourrait construire des explications qui sont complètement délirantes, qui pourraient être plausibles, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, je vais passer. Donc, la première idée que je voulais vous faire passer, c'est que imaginer l'inaccessible, c'est finalement arriver à construire en appliquant une méthode scientifique de raisonnement c'est en fait arriver à construire des représentations des zones qui sont physiquement inaccessibles. Personne n'ira jamais dans le centre de la Terre, c'est absolument sûr. Par contre, on est capable de construire une représentation qui se fait à partir de données qui sont traitées par un raisonnement parcimonieux, cohérent et matérialiste. Et à partir de ça, on arrive à se dire que peut-être l'intérieur de la Terre, ça doit certainement ressembler à ce que je vous ai présenté. Ok ? Alors, il y a un problème en sciences. Si pour construire des connaissances scientifiques, vous êtes obligé d'avoir des données, se pose le problème de l'obtention des données. Alors, je vais vous prendre un exemple, par exemple, de quoi sont constitués les êtres vivants. Si vous avez que vos petits yeux, vous pouvez les observer avec vos yeux, mais par contre, vous ne pouvez pas accéder au fait que ça soit des entités, des êtres vivants qui soient constitués de cellules. Parce que les cellules, ça se voit pas avec à part certaines cellules, comme le jaune d'œuf, c'est une cellule, c'est un énorme ovule, ou comme les cellules qui sont à l'intérieur des quartiers d'orange, que vous pouvez voir quand vous enlevez. Voilà. Mais à part celles-ci, les cellules, c'est plutôt un truc petit. Alors il y a, si vous prenez le problème de la constitution des êtres vivants, il y a un truc incroyable dans les sciences, c'est qu'on s'est adjoint pour obtenir des données des services de machines qui vont être des sortes d'extensions de nos sens. Alors si je vous prends cet exemple-là, par exemple au XVIIe siècle, vous avez le microscope qui a été inventé en 1677. Alors il n'a pas du tout été inventé par des scientifiques, il a été inventé le microscope par un marchand de tissus qui était malin, qui avait des connaissances en physique, et lui il voulait observer la qualité des tissus qu'il avait. Et du coup il a inventé cette machine qui a révolutionné quand même la manière dont on se représente le monde, parce que ça nous a permis d'aller observer ce qui était vraiment très petit. Alors une des premières choses qui a été observée, rapidement ce qui a été observé, c'est les spermatozoïdes, parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'il y avait bien dans cette substance blanche qu'on appelle le sperme, et qui était indispensable à la reproduction des mammifères. Alors il y avait une théorie en vigueur à l'époque, avant l'invention des microscopes, qui disait qu'à l'intérieur de la semence blanche, il devait y avoir des petites choses que donnait l'homme qui se développaient dans le corps de la femme, qu'on appelait des animalcules. Et la première fois les premières observations des spermatozoïdes, il y a des dessins qui ont été faits. Et comme on regardait les choses avec les yeux de la foi, on retrouvait dans les têtes de spermatozoïdes, on retrouvait ces espèces de petits bonhommes miniatures recroquevillés dans la tête du spermatozoïde. On était persuadés de les voir. Vous comprenez ? Alors du coup, maintenant, vous, quand vous êtes, par exemple, en SVT, ça c'est des photos que j'ai prises, que les élèves m'ont données, qu'ils ont faites avec les microscopes du coin. On arrive à regarder, par exemple, une feuille et à comprendre que c'est constitué de cellules, qu'on arrive à calibrer le dimensionnement en prenant des fils industriels à 10 micromètres. Vous êtes capable de vous adjoindre les services d'une machine qui s'appelle un ordinateur pour déterminer la taille des cellules en micromètres. Comme vous avez des organites à l'intérieur qui font 2 micromètres et qui sont capables d'avoir une libre rotation à l'intérieur de la cellule, et ben vous pouvez estimer son épaisseur et donc estimer le volume d'une cellule, par exemple. C'était totalement impossible lorsqu'on ne s'était pas adjoint les services des machines qu'on utilise en permanence maintenant. Alors maintenant, les machines, on en utilise plein. Des IRM,
des satellites, un oscilloscope pour travailler sur les cellules nerveuses, par exemple, un spectrophotomètre qui permet de déterminer l'absorbance d'une solution, un microscope électronique, un télescope comme celui qui a l'aiguille du midi, etc., etc. Et en fait, ces machines, en décuplant, finalement en étant des espèces d'extension de nos sens, je prends l'exemple du microscope, je prends l'exemple de la petite paroi cellulaire qui sépare la matrice extracellulaire que vous avez observée sur les feuilles. Quand vous la regardez avec un microscope électronique, ça ressemble à ça. Là, vous grossissez 24 000 fois, là 600 fois. Et là, vous pouvez, si vous avez un microscope électronique à balayage, eh bien, vous voyez les choses grossies 30 000 fois en 3 dimensions. Et donc, le même objet peut apparaître vous apparaît très différemment en fonction de la machine que vous utilisez pour l'observer. Ok ? Donc, vous voyez bien que les machines, ça nous permet d'accéder à l'inaccessible et ça nous permet de récolter des données sur le monde qui nous entoure qui seraient totalement non récoltables à l'aide de nos sens. Je vous prends par exemple un IRM avec de l'imagerie fonctionnelle. Vous voyez ici cette colonne cette moelle épinière qui est ici, là, la moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale. Là, vous avez le cervelet, le tronc cérébral. Vous voyez une lésion ici. Ça serait totalement impossible de percevoir cette lésion sans l'intervention de cette machine qu'on appelle un IRM. Et on peut même faire encore plus fort. Si vous avez le moyen d'obtenir, avec des électrodes, les zones d'activité du cerveau, les zones actives, de mesurer l'activité du cerveau et de la superposer à un IRM anatomique, on peut savoir quand une personne fait quelque chose, quelle est la zone du cerveau qui est active. Une personne parle, on peut voir les zones s'activer. Une personne regarde ou ressent une émotion, on peut voir qui est actif. C'est totalement impossible sans les machines. Okay ? Donc finalement, imaginer l'inaccessible, c'est aussi s'adjoindre les services de machines qui rendent possible l'observation de ce qui est totalement inaccessible avec nos sens. Ok ? Voilà. Alors, j'ai une autre idée à vous faire passer dans ce cadre d'accéder à l'inaccessible, enfin, imaginer l'inaccessible. Il faut bien que vous compreniez que le monde qui nous entoure est le résultat d'une histoire, ce n'est qu'une étape de l'histoire, mais on est le résultat d'une histoire, la biodiversité, la géodiversité, les paysages, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment reconstituer ces histoires. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. On va se placer dans le cadre d'une théorie qui est la théorie de la tectonique des plaques, qui a été énoncée en 1968 et qui dit qu'à la surface de la Terre, il y a des plaques qui sont en mouvement, certaines s'éloignent les unes des autres, d'autres convergent les unes vers les autres, et par exemple, on explique la formation des montagnes comme l'Himalaya ici, comme le résultat de la collision entre deux blocs continentaux qui vous sont représentés ici. Alors on va se placer dans le cadre de cette théorie et je vous emmène au col du Lautaret, dans un coin incroyable des Alpes qui s'appelle la Meige. Et quand vous arrivez au Lautaret, eh bien vous voyez un paysage comme ça. Ok ? Alors les géologues, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient des paysages comme ça ? Ils aiment bien les crapahuter dedans pour regarder un petit peu les roches qu'il y a. Alors ça, c'est que des roches sédimentaires pleines de fossiles. Et quand ils regardent les âges des roches, ils ont les roches les plus anciennes qui sont situées au-dessus des plus récentes. Là, on a des roches qui ont 250 millions d'années en gros, puis là, certaines qui ont 35. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que les roches sédimentaires, ça se forme comme les lasagnes. C'est-à-dire que c'est des couches qui s'empilent les unes au-dessus des autres au fond des océans. Alors, où est l'océan dans lequel sont déposées ces roches, etc., ça, j'en parle pas. Mais ça obéit à la règle des lasagnes. Et logiquement, vous comprenez bien que quand vous faites des lasagnes, l'action de mettre les pâtes et les couches de viande est une action qui est nécessairement antérieure à l'action de déposer la petite feuille au-dessus des lasagnes. Et là, dans les Alpes, c'est comme si on avait les lasagnes en l'air. Alors on s'est longtemps demandé comment c'était possible un tel truc. Mais depuis qu'on a la théorie, on peut convoquer la théorie de la tectonique des plaques, vous pouvez passer donc d'un objet, qui est celui que vous avez au-dessus, à une histoire. Et cette histoire, elle vous dit quoi ? Elle vous dit que les roches ont été soumises à des contraintes qui les ont raccourcies, okay ? Et l'érosion ayant joué, on est passé, en convoquant un cadre théorique qui est celui de la tectonique des plaques, de l'objet à une histoire. Et donc, cette histoire, elle nous dit qu'il y a des chevauchements majeurs dans les Alpes qui expliquent l'objet que je suis en train d'observer. Vous comprenez ? Voilà. Voilà. Donc, finalement, imaginer l'inaccessible, c'est aussi arriver en science, en convoquant un cadre théorique,
à accéder à l'histoire des objets qui nous entourent, l'histoire des montagnes, l'histoire des océans, l'histoire de la biodiversité, l'histoire de la géodiversité. Voilà. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, parce que l'heure tourne, c'est vous expliquer qu'en science, on est aussi capable d'imaginer l'avenir. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. On a une connaissance des lois qui régissent le monde actuel. Alors, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête après, donc je termine ma diapo. Si on arrive à mettre en équation les lois de la nature et la nature en respectant ces lois-là, on est capable de construire une représentation numérique du monde qu'on appelle un modèle numérique. Alors, il y a des modèles numériques que vous utilisez tout le temps, par exemple les modèles météo. Comment c'est possible que votre appli vous dise dans 3 jours il va faire super beau, il y aura par contre un petit vent de nord-est qui souffle. Comment un tel truc est possible? On est capable de se projeter dans l'avenir. C'est parce qu'on a été capable de construire un modèle numérique, et une fois que vous avez ce monde virtuel dans les mains, vous êtes capable de simuler l'avenir. Ok? Alors je vais vous prendre un exemple. On va prendre, alors je voulais faire un truc en live, mais j'ai oublié le chauffage, donc c'est pas grave. On va prendre l'exemple du niveau de la mer dans le cadre du réchauffement climatique. Si je prends cette fiole, ce petit récipient-là, dedans j'ai mis de l'eau que j'ai colorée en bleu pour que vous puissiez la voir. Logiquement, si je la garde dans ma main suffisamment longtemps, l'eau va chauffer et vous allez voir le bleu bouger, même peut-être déborder du tube qui le contient. Qu'est-ce que je montre avec cette manip-là, qui est peut-être une manip que vous avez fait dans vos cours, certains. Eh bien, j'arrive à montrer qu'il y a un lien très strict entre la température d'une masse d'eau et le volume qu'elle occupe. Autrement dit, la masse volumique de l'eau dépend de sa température. Ok ? Donc, si vous comprenez bien que ça, c'est une loi physique. Donc, on peut se dire, par exemple, si le premier kilomètre de l'océan se réchauffe d'1 degré, quel volume ce premier kilomètre de l'océan va-t-il occuper à T plus 20 ans, quoi, quand il aura 1 degré de plus? Je peux aussi me dire, si je prends ce qui se passe en ce moment au Groenland, là vous avez un tube qui a été enfoncé dans la glace un été, l'été d'après, là vous avez la surface de la glace il y a 1 an, et donc en 1 an il y a 6 mètres de glace, ça s'est désépaissi de 6 mètres au Groenland. Donc ces 6 mètres de glace qui étaient sous forme de glace sont passés sous forme liquide, sont passés dans l'océan. Je peux calculer le volume d'eau liquide qui a été transféré de la calotte groenlandaise à l'océan, et on peut essayer par le calcul d'arriver à savoir de combien ça fait varier la hauteur de l'eau. Donc en prenant en compte toutes ces lois-là, on arrive à construire donc des modèles virtuels de la Terre qui permettent de simuler ce qui va se passer par exemple du point de vue du niveau de la mer. Alors c'est une question qui nous inquiète parce que si vous prenez par exemple une ville comme New York qui aura de l'eau, mais si vous prenez Le Havre aussi, quand il y a des gros coefs de marée, du vent fort et surtout le nord-ouest conjugué à une marée haute, vous pouvez avoir l'eau qui vient à proximité de la ville. Et du coup, vous comprenez bien que quand vous prenez, alors ici vous avez un graphique niveau de la mer, là vous avez le temps qui défile. Au moment de la révolution industrielle, quand les humains n'émettent pas encore beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, on avait un niveau de la mer qui était à peu près 30 cm plus bas. Comment est-ce qu'on sait ça? Vous avez plusieurs types de données, soit c'est des données reconstituées, soit c'est des données de mesure, par exemple avec des marégraphes ou des satellites. Et vous comprenez bien que là, le trait bleu ici, c'est le présent, et on est capable de simuler l'avenir. On est capable de faire des simulations. Donc on se dit, par exemple, si ça continue à se réchauffer très fort, le niveau de la mer il va monter d'1 mètre, on en est quasi sûr. Okay. Si ça se réchauffe un peu moins, eh bien, on pourrait peut-être limiter la hausse du niveau de la mer à peut-être 70 cm, et peut-être qu'on aura une situation intermédiaire qui sera celle-ci. Donc on est capable de simuler l'avenir en construisant ces modèles numériques qui représentent le monde qui nous entoure. Okay. Si vous prenez un modèle météo, vous avez ici les épisodes caniculaires, ça c'est Météo France qui sort ces modèles-là. Hein. Donc vous voyez bien que pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'en jaune, là c'est les épisodes observés de canicule. Donc par exemple, là vous avez la canicule de 2003, 15 jours à 29 degrés en moyenne sur la France, température nocturne incluse. Ici, les épisodes caniculaires à l'horizon 2070, c'est pas très loin, hein.
dans un scénario d'émission des gaz à effet de serre tels que ceux qui sont en règle maintenant, eh bien, on aurait des épisodes caniculaires qui dureraient à peu près 90 jours sur le territoire, avec une température moyenne qui serait aux alentours de 34-35 degrés. Alors si on arrive dans des épisodes caniculaires comme ça, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la production agricole, de la possibilité pour les humains de vivre dans les grandes métropoles. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'inconnus. Et vous comprenez bien que tout ce qui est ici, c'est issu des simulations qui sont faites avec les modèles numériques qui ont été construits par Météo France. Alors pour conclure, et bien finalement, imaginez l'inaccessible en sciences, c'est finalement collectivement construire des représentations du monde. Je vais bien insister sur le côté collectif des choses. Il n'y a pas de, vous avez compris, hein, par exemple pour construire une représentation de l'intérieur de la Terre, pour construire un modèle numérique, pour développer un microscope électronique ou un IRM, c'est pas quelqu'un dans son petit coin qui fait ça. Ça marche pas comme ça. C'est des collectifs qui travaillent ensemble pour arriver à construire cette représentation du monde. Donc c'est une aventure collective hein, qui est absolument passionnante. Et du coup, au lycée, on y participe grandement parce qu'on est en train de former des esprits bien faits, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, éclairés, qui seront capables de prendre en main ce champ scientifique pour certains et de le faire vivre pour continuer à construire des connaissances, à bâtir des modèles, à envisager le futur. Voilà. Et donc, du coup, les représentations du monde qu'on arrive à construire, en fait, elles concernent soit des objets qui sont physiquement inaccessibles, soit elles concernent des histoires passées, et puis ça nous permet également d'envisager l'avenir avec les modèles numériques que je vous ai présentés. Je vous remercie. Alors, merci pour cette conférence passionnante. On est parti du kiwano, là, du fruit, aller au centre de la Terre et du cerveau. Est-ce que ça a suscité des questions? On a peut-être une petite minute ou deux pour prendre une question. C'est toujours la première la plus dure. Oui. Une petite question là, qui porte sur la définition qu'on avait donnée de l'imagination. On s'était dit au début que imaginer, c'était rendre présent ce qui est absent. On voit bien qu'ici, j'utilise en ce sens. Mais il y a peut-être une distinction qui apparaît, auquel je n'avais pas nécessairement songé immédiatement, même s'il y a eu une petite discussion avec un ami tout à l'heure sur ce point-là. On a l'impression qu'il y a au moins deux manières de rendre présent ce qui est absent. On peut s'en faire une image mentale. Alors parfois ça tourne dans la fantaisie la plus complète. On peut aussi, pour rendre présent ce qui est absent, raisonner. Et j'ai l'impression que la dimension scientifique de l'imagination, si on peut encore parler d'imagination, peut-être que certains diraient spéculation, intellection. Descartes qui distingue l'imagination et l'intellection en disant que c'est deux choses différentes. Mais en même temps, je me demande si c'est quand même pas une façon de rendre présent ce qui est absent, sauf que là, on le fait non pas à partir d'images mentales, mais plutôt d'un raisonnement, d'une déduction, d'une induction, etc. Est-ce que ça te semble pertinent de distinguer, je dirais, une imagination qui passe quand même par l'image mentale, peut-être un peu plus la fantaisie, et une autre qui passe par la rigueur du raisonnement? Je vais répondre à cette question en prenant un exemple. Effectivement, dans ce que je vous ai présenté, je suis toujours parti des données qu'on met en cohérence par des raisonnements matérialistes, parcimonieux, etc., pour construire des connaissances. Il y a quelques exemples où c'est un cheminement inverse qui a eu lieu. C'est ce que tu expliquais. D'abord, on se représente les choses mentalement, et ensuite, on va à la recherche des faits. Si vous prenez la théorie atomiste de la matière, c'est-à-dire de quoi est constituée la matière, cette question-là, c'est une question qui a pas mal questionné depuis l'Antiquité. Hein. Et les philosophes disaient, bah, si on prend, je sais pas, un bout de matière et qu'on le coupe en deux, puis en deux, puis en deux, puis encore en deux, puis on n'arrête pas de le diviser, est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus le diviser? Ok? Et bah, ce moment où on ne peut plus le diviser, on appelait ça les atomes. Sauf que c'est une image mentale qui a été construite il y a des millénaires.
Sauf que les données qui ont permis de construire le modèle atomique sur lequel on vous fait raisonner, dans lequel on vous dit qu'il y a un noyau, dans lequel il y a des protons, des neutrons, puis autour il y a des électrons qui gravitent en respectant des règles de remplissage des couches électroniques, etc. Toutes ces données-là, elles ont été acquises bien après la construction mentale qu'on s'était fait de l'atome. Voilà. Donc les sciences, c'est cet aller-retour entre des faits et des théories, des connaissances scientifiques ou des modèles conceptuels qu'on construit. Alors souvent, c'est les données qui permettent d'aboutir aux connaissances, mais des fois, c'est le chemin inverse. C'est la pure imagination, le pur raisonnement qui permet de se construire une image mentale des choses. Et bien souvent, dans l'histoire des sciences, les faits sont arrivés après et ont permis de valider les modèles qui ont été imaginés. Quoi. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Non, c'est bon. En 1968, est énoncée la théorie de la tectonique des plaques, qui dit qu'à la surface de la Terre, il y a des plaques qui se déplacent. Il faut quand même que vous imaginez, par exemple, quelqu'un comme mon père, donc c'est pas les hommes préhistoriques, mon père, c'est mon père. Lui, dans son manuel de SVT que j'ai toujours, qui date de 1964, donc on parle des montagnes, mais la théorie explicative sur laquelle on interrogeait les élèves, c'était que la Terre, pour vous faire simple, c'était une espèce de pomme qui se fripe. Pourquoi elle se fripe? Parce qu'elle perd de la chaleur. Et elle vieillit, donc comme une pomme qui a la peau bien lisse au départ, elle se fripe. Et quand vous avez des rides qui apparaissent, vous avez des parties qui sont en relief, puis des parties qui sont plus dans les bas-reliefs. Et c'était ça l'explication de la formation des montagnes. Sauf que ça ne permettait pas d'expliquer pourquoi il y avait les lasagnes à l'envers au col du Lotari. Okay, donc il y avait une limite aux explications. Et donc du coup, je ne sais même plus pourquoi je raconte ça. Oui. Donc en fait, ce qu'on comprend dans la théorie de la tectonique des plaques, c'est que les plaques se déplacent. Et la preuve, c'est qu'on comprend en premier qu'il y a des océans qui s'ouvrent au niveau de zones qu'on appelle des dorsales océaniques. Sauf que si vous avez une production d'océans au niveau des dorsales océaniques et que le volume de la Terre reste constant, il doit y avoir un endroit où l'océan disparaît. Et c'est après l'énonciation de la théorie de la tectonique des plaques, qu'on se met à chercher les zones où les océans disparaissent. Alors on va chercher où? On va chercher dans les zones de raccord entre le continent et les océans. Et là, on découvre qu'au niveau de certaines zones de raccord, eh bien, vous avez des bouts d'océan qui plongent à l'intérieur de la Terre, qu'on appelle des zones de subduction. On s'en est d'abord fait une image mentale, et c'est une fois qu'on avait cette image mentale-là qu'on est parti à la recherche des données qui ont validé cette image. Un petit peu comme les atomes. Voilà.